On dit souvent que le Proche-Orient peut changer de visage de 0 à 100% en quelques secondes. La preuve? Au cours des dernières heures, regardez ces images. Le génie militaire de Tsahal en pleine opération, car les capteurs sensoriels de l'obstacle viennent de détecter des mouvements souterrains. Un tunnel actif et surtout offensif, creusé depuis Khan Younes dans le sud de Gaza, sous plusieurs dizaines de mètres en profondeur et qui pénétrait jusqu'à des dizaines de mètres en territoire israélien. Mais à aucun moment, le tunnel n'a posé de danger immédiat, puisque localisé entre l'actuelle barrière et le fameux obstacle. La première fois que ces capteurs sensoriels parviennent à enrayer l'arme stratégique du Hamas, le 20e tunnel découvert depuis la guerre de 2014. Réponse des factions palestiniennes, une roquette interceptée par le Dôme de Fer. Si l'obstacle sera terminé en 2021, en mars 2021, la question est de savoir, est-ce que le Hamas va tenter de surprendre l'armée israélienne et, surtout, jusqu'à quand le mouvement va utiliser une partie du budget pour ses civils à des fins terroristes. Mais on commence par l'actualité en France. Nous nous sommes entretenus avec Mounir Benjafal, résident de Conflans-Sainte-Honorine depuis plus de 30 ans. Son fils de 14 ans est l'un des derniers collégiens à avoir suivi un cours du professeur Samuel Paty. Écoutez sa réaction, sobre, ému, mais déterminé. Mon fils a 14 ans. Il pouvait me donner que ce qu'il pouvait comprendre. C'est facile de dire c'est toujours la faute des autres. C'est la faute des politiques, c'est la faute de X, c'est la faute de Y. Mais il faut savoir se regarder à l'intérieur de soi. Il faut savoir s'amender. Il faut savoir se corriger. Il faut savoir se parfaire. Après, je rebondis sur une question plus ésotérique par rapport à la religion. C'est un sujet que je voulais pas spécialement aborder, mais si vous voulez, on peut pas être obéissant au divin sans obéir au gouvernant. C'est antinomique. Et quand vous avez de l'ignorance et de la haine, forcément il y a un endoctrinement. Mais sur Conflans, regardez ce qui s'est passé, l'individu venait pas de Conflans. Donc nous, en tant que Conflanais, on est plus, plus victimes. Et les premières victimes, ceux auxquels je pense depuis vendredi, c'est bien évidemment la famille du professeur Paty, pour qui j'ai une affection particulière aujourd'hui. Mais si vous voulez, l'endoctrinement, c'est la haine et l'ignorance. Mon premier invité, Jean-Michel Fauvergue, bonjour, ancien patron du RAID jusqu'en 2017, aujourd'hui député La République En Marche. Emmanuel Macron a demandé à ses ministres, je le cite, que la peur change de camp. Cela se traduit comment sur le terrain? Alors tout d'abord, bonjour. Sur le terrain, ça se traduit par tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, en particulier ces diverses opérations. Il y en a qui sont plus médiatisées que d'autres, mais il faut savoir que dans tous les départements, il a été demandé au préfet de se mobiliser sur ce problème-là, de savoir quels étaient les milieux sur lesquels la police et les services de renseignement et la gendarmerie pouvaient intervenir assez rapidement, pour ensuite avoir du résultat précis, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur l'a annoncé, des expulsions de personnes radicalisées qui prêchent contre les valeurs de la République française. Il y a le chiffre de 231 qui a été avancé, dont plusieurs personnes qui sont déjà actuellement en prison, qui seront donc expulsées à l'issue de leur peine. Et puis des opérations de visite, ce qu'on appelle des visites domiciliaires. C'est une manière de faire que l'on avait mis dans la loi sur le terrorisme de 2017, la toute première loi qu'on avait fait, et quand on avait abandonné l'état d'urgence, et on avait mis des pouvoirs de l'état d'urgence, on avait passé ces pouvoirs d'état d'urgence dans notre législation de droit commun, et en particulier ces perquisitions administratives, c'est-à-dire la possibilité pour les préfets d'ordonner aux forces de police des perquisitions juste sous le contrôle du juge des libertés et des droits de la défense.
Monsieur Fauvergue, le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin parle, lui, de fermeture du CCIF et du collectif Shahi Yassine proche du Hamas. Il cite un plan qui donnera lieu à des actions concrètes contre des structures, voire des personnes proches de milieux radicalisés. Il dit en outre que ce n'est pas la question de si il y aura un attentat, mais quand il y aura un attentat. Est-ce que ce n'est pas une guerre qui ne dit pas son nom ? Ah bah écoutez, c'est une sans conteste, c'est une lutte qui dit son nom. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais le discours fondateur du président de la République il y a quelques jours sur les séparatismes a été très clair dans ce domaine-là, en ciblant. Il le dit lui-même en ciblant, moi je l'avais dit auparavant d'ailleurs dans plusieurs émissions, on a été quelques-uns à le dire, pas très nombreux, mais là le président de la République a ciblé les salafistes, les frères musulmans, les wahhabistes, tout ce type de mouvement qui gangrène notre société française et qui s'oppose aux valeurs de la République en voulant pratiquer un islam du 7e siècle. Mais ce combat contre l'islamisme radical, est-ce qu'il ne peut être que sur le terrain le domaine du politique et du judiciaire ? Ça comprend tout, c'est un combat global. Vous savez, quand vous êtes attaqué sur votre sol national, quand vous avez au cœur même de notre démocratie, c'est-à-dire l'enseignement, quand vous avez un enseignant qui est décapité sur la voie publique parce que il a parlé à ses enfants de liberté de penser, là, c'est que la guerre est déclarée. Mais la guerre est déclarée à l'État français, aux valeurs de la République française. Et quand la guerre est déclarée, la France est toujours là pour défendre ces valeurs-là. C'est ce qui était en train d'être fait sur le terrain. Au niveau législatif, on va renforcer notre législation. On ne part pas de zéro. La législation de lutte contre le terrorisme est une des plus importantes au niveau européen, en tout cas. Donc, au niveau législatif, on va encore légiférer là-dessus. Au niveau sécurité globale aussi, on aura quelques éléments. Je porte une loi sécurité globale là. Dans 3 semaines, on aura quelques éléments aussi là-dessus. Mais dans tous les domaines de notre société, il faut agir. Mais cela veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire repenser la doctrine sécuritaire ? Non, ça veut dire renforcer cette doctrine sécuritaire. On ne part pas encore une fois de zéro. La doctrine sécuritaire, on l'a aussi. On ne l'a pas uniquement pour la lutte contre le terrorisme et l'islamisme. Cette doctrine sécuritaire, on va la renforcer, on va focaliser sur un certain nombre de combats qu'on est en train d'être menés, qui sont très nettement dans le cadre de l'ensemble des séparatismes, qui sont très nettement le radicalisme islamiste. Il faut nommer, et l'islam politique, mais aussi travailler sur tous les supports. Et aujourd'hui, c'est ce qui est fait. Il y a la fermeture d'une grande mosquée à Pantin parce que de cette mosquée étaient partis des mouvements de revendication extrémistes contre le professeur qui s'est fait tuer. Sur les réseaux sociaux, un certain nombre de personnes sont mises en cause parce qu'ils ont participé sur les réseaux sociaux à cette haine sociale qui a été activée sur ces réseaux sociaux. Donc, sur tous les domaines, communication, opérationnel sur le terrain, les valeurs de la République, et aussi surtout renforcer, mais ça c'est ce qui est fait depuis que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, aux affaires, renforcer aussi tout ce qui est éducation, parce que ça s'apprend dès le départ. Le respect, par exemple, de l'égalité homme-femme, qui est battue en brèche par ces barbares islamistes, et bien ce respect de l'éducation homme-femme, ça s'apprend très petit à l'école. Monsieur Fauvergue, vous avez mené des centaines d'opérations sur le terrain, les plus complexes pendant la vague d'attentats en 2015. Et vous signez, avec Thierry Orozco, l'ancien patron du GIGN, le livre GIGN, Raid de patrons face aux nouvelles menaces qui paraît le 29 octobre. Et vous posez ces questions d'ailleurs. Comment ont-elles évolué et vont-elles encore évoluer ces menaces face au terrorisme et aux nouvelles menaces ? Votre réponse donc ?
Alors, je vois que vous êtes bien renseigné, c'est une bonne chose. Effectivement, on pose cette question-là et on y apporte des réponses, d'ailleurs, à l'intérieur. Eh bien, la réponse, vous savez, traditionnellement en France, police et gendarmerie, ce sont deux organismes très forts. D'ailleurs, la France a la chance d'avoir deux organes d'intervention très forts que sont le GIGN pour la gendarmerie, le RAID pour la police nationale, qui sont internationalement connus toutes les deux. Eh bien, le but, c'est pas d'en faire disparaître l'une au profit de l'autre. Le but, c'est de mieux les coordonner. Pour moi, en tout cas, c'est ce que j'avance moi en tant qu'à la fois ancien chef du RAID et homme politique, c'est d'avoir une meilleure coordination par un commandement commun. Et tout ça est expliqué dans ce livre-là. Et Thierry a Thierry Roscoe, l'ancien chef du GIGN qui co-signe avec moi ce livre, a une vue un tout petit peu différente, pas tellement éloignée, et il l'explique aussi dans ce livre. Merci beaucoup Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID jusqu'en 2017, aujourd'hui député LRM, La République En Marche. Merci à vous aussi. On change de région pour parler du Soudan. Le pays semble avoir gagné une bataille car les États-Unis ont décidé d'enlever le pays de la liste des pays qui soutiennent le terrorisme. Océane Nicole, bonjour. Une bonne nouvelle pour Khartoum qui a quand même payé très cher. Et oui, Mathias, puisque Khartoum devra payer la somme de 335 millions de dollars, une somme qui sera donc versée aux familles et aux proches des victimes des attentats de 1998 commis par Al-Qaïda contre des ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie qui avait fait, on le rappelle, plus de 200 morts. C'est Donald Trump lui-même qui a fait cette annonce sur son réseau social favori, évidemment Twitter, le président américain qui a donc déclaré « Excellente nouvelle, le nouveau gouvernement du Soudan qui fait de vrais progrès a accepté de payer 335 millions de dollars aux victimes américaines du terrorisme et à leurs familles. Une fois versé, je retirerai le Soudan de la liste des États soutenant le terrorisme. Le Soudan est d'ailleurs inscrit sur cette liste depuis 1993. Le Premier ministre soudanais a évidemment remercié le président Trump sur Twitter, assurant que son pays est sur le point de se débarrasser de l'héritage le plus lourd du régime de Omar al-Bashir. Et même réaction pour l'Union européenne qui s'est elle aussi réjouie d'une décision capitale qui renforce l'intégration du Soudan au sein de la communauté internationale. Océane, un dédommagement certes des victimes américaines, mais quid de la question des victimes israéliennes ? Tout à fait. Pourtant, les victimes israéliennes ont été nombreuses puisqu'on sait que sous l'ancien régime du dictateur soudanais Omar al-Béchir, eh bien, beaucoup de matériel militaire ont été transférés à destination du Liban, de la Syrie, de l'Iran et même de la bande de Gaza. On parle d'armes, mais aussi de tanks, de lance-missiles et aussi d'armements beaucoup plus lourd. Khartoum était une véritable plaque tournante du trafic d'armes, le tout orchestré donc par Téhéran qui pouvait donc ainsi transférer des armes aux groupes terroristes que l'Iran soutient, donc comme le Hezbollah ou encore le Hamas. On sait que ce matériel militaire a aidé donc ces organisations terroristes dans leurs activités terroristes justement contre Israël et contre des victimes israéliennes. Et résultat, eh bien, il y a des centaines d'Israéliens qui ont été tués grâce à ces armes transmises par le Soudan. Mais pour les familles de ces victimes, pour l'instant, Mathias, je dis bien pour l'instant, eh bien, aucun dédommagement n'est prévu. Merci Océane Nicole. Mehdi Cohen, bonjour, vous êtes orientaliste, chercheur à l'Institut et au Centre Begin Sadat. Vous avez été le premier Israélien à être interviewé par la presse soudanaise. On voit ici l'image. Pourquoi vous ? Parce que je suis très actif dans les réseaux sociaux en langue arabe. Et la vérité, je les ai aidés à un an quand il y avait la révolution contre Omar Bashir. Aucune chaîne télévision a accepté de diffuser les manifestations. Et moi, j'ai diffusé par mon Twitter. J'ai 360 000 Arabes qui suivent mon compte de Twitter. Et Comment un Israélien justement d'origine libanaise peut avoir 360 000 followers, dont les 3/4 appartiennent au monde arabe. Pourtant, certains vous accusent d'ailleurs parfois d'envoyer, de distiller des fake news. Et pourtant, vous êtes là, vous êtes bien présent.
Oui, parce que je dis la vérité. Ce sont les ennemis qui disent fake news. Moi, je dis la vérité, j'écris la vérité. Et les Arabes, malheureusement, ils ne croient pas en leur système, à la radio arabe et à la chaîne arabe. Ils veulent écouter quelqu'un d'autre. Ils veulent écouter les nouvelles en langue arabe. Et c'est pour ça, moi, mon Twitter, il est spécialement en langue arabe. J'aimerais vous montrer une image, parce que ça fait partie des accords d'Abraham. L'image d'Émiratis à Jérusalem, alors on les a vus également avec le Premier ministre, mais surtout sur l'esplanade des mosquées. Regardez, j'aimerais que vous commentiez juste après. ما تحكي معي ما تحكي معي احنا مطبعين زيك زي اشكالك انا ما بسمح يحكي معي واحد هيك بس انت تحترم حالك وتحترم ابعد عني اطلع يلا برا يلا الاماراتيه هم الكلاب نفسهم يلا كشكل برا يلا معك يلا يا مطبع يا مقرن انقلع برا يا زباله. Eddie Cohen, c'est clair, espèce de chien d'Émiratis, espèce de poubelle d'Émiratis, tu reconnais Israël. C'est quoi? Désormais, les Émiratis sont les ennemis des Palestiniens? Tout à fait, tout à fait. Et malheureusement, les Palestiniens, ils sont les grands pardons de ces accords, d'accords d'Abraham. Et ce sont les voyous dirigés par le OLP. Et ils n'ont rien à faire juste à insulter les Émirats. Et ce sont des voyous, mais malheureusement, ce sont contre l'islam, ce sont contre la religion. Quand un musulman vient de prier dans un mosque, il reçoit une telle réponse. C'est désagréable, c'est honteux et c'est inacceptable. Pour moi aussi, pour un juif, c'est inacceptable de voir ces photos. C'est les Palestiniens, ça vient de là-haut, du dirigeant Mahmoud Abbas. Il est contre les Émirats. Et contre Donald Trump. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Le monde arabe est divisé en deux. Il y a l'ennemi. L'ennemi, c'est qu'il finance le terrorisme et qui héberge les terroristes. Ce sont Qatar, la Turquie et l'Iran. Heureusement, il y a l'accord d'Abraham. Il faut renforcer, il faut soutenir tout accord entre Israël et les pays arabes. Et M. Trump, il a fait ça. Maintenant, les Arabes, ils ont peur. Et moi aussi, certainement, j'ai peur parce que l'administration Obama, elle est liée et avec les frères musulmans, elle est liée avec l'Iran. Et on a vu ça dans les emails de Hillary Clinton. C'est pour cela qu'il faut soutenir... C'est une affaire encore qui doit être vérifiée par la justice. J'aimerais, il me reste très peu de secondes, s'il vous plaît, Eddie Cohen, juste réagir. Pourquoi aucune rencontre entre la délégation Émirati et le ministre de la Défense? C'est tabou? Ce n'est plus tabou. Il y avait quelques personnes, ils ont été arrivés en Israël, on a vu avant-hier. Et de temps en temps, il y a des gens qui viennent, mais... C'est qui cet homme-là, que vous voyez juste derrière vous? Vous le voyez avec Omer Adam. Voilà, c'est M. Hamd El-Mazroui. Et ils disent qu'il est un journaliste, mais moi, je ne crois pas trop. Et il est très proche du prince héritier MBZ. Et lui, samedi, il était ici en Israël. Et je suis sûr qu'il a rencontré des gens en Israël. C'est derrière les coulisses. Je veux juste dire une seule chose, s'il vous plaît. Très rapidement. Il faut appuyer Israël et les pays arabes modérés contre l'Iran, la Turquie et Qatar. Merci. Et les frères musulmans. Merci Eddie Cohen, orientaliste, chercheur au centre Begin Sadat. Gérer le programme d'armement des pays européens, tel est l'objectif de l'OCCAR, l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement. C'est sous l'influence de la France et de l'Allemagne que cette institution voit le jour le 12 novembre 1996. Regardez. Au moment de sa création, 4 pays européens en sont membres, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie. Depuis, la Belgique et l'Espagne ont aussi rejoint l'OCCAR, l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement. L'organisation agit comme agent des pays membres. Ces derniers lui confient leur budget et l'OCCAR conduit les programmes et développements concernés, avec toujours pour but la collaboration au sein des pays membres. Convaincu qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité commune des États membres de l'Union et de refléter la solidarité qui les unit,
La France et l'Allemagne ont présenté des propositions communes dans le domaine de la sécurité extérieure et de la défense. L'OCCAR gère pas moins de 14 programmes d'armement destinés aux pays membres, mais aussi à d'autres pays européens. Avions militaires, véhicules blindés de transport de troupes, drones, sous-marins, radars de contre-batterie, frégates multimissions, hélicoptères, systèmes navals ou encore jumelles de vision nocturne. Au total, l'organisation dirige un flux financier de près de 4 milliards d'euros en 2020. L'OCCAR est dirigé par un conseil de surveillance composé des ministres de la Défense des pays membres. Matteo Bisceglia, bonjour. Vous êtes le directeur de l'OCCAR, ancien amiral de la marine italienne. Ça consiste en quoi exactement? Comment fonctionne l'OCCAR? OCCAR n'est pas véritablement un consortium, c'est une organisation internationale dirigée par 6 nations qui font office de pays membres. Ce sont ces États qui écrivent notre politique. Le directeur de l'organisation est changé une fois par an et il représente à chaque fois un autre État membre. Si c'est actuellement l'Italie, comme vous le savez, l'année prochaine, ce sera la Grande-Bretagne. Et cela fonctionne plutôt bien. Vous le savez, plus il y a de participants, et moins il est aisé de les convaincre pour prendre des décisions qui s'imposent. Dans la mesure où nous sommes 6, c'est plus simple qu'au sein de l'Union européenne, avec 27 États membres. Mais qui sont vos concurrents? C'est qui? C'est la Russie, les États-Unis? Je ne pense pas avoir de concurrents, mis à part une organisation dirigée par l'OTAN. Je dirais que nous sommes complémentaires. Nous sommes des managers de programmes d'armement. On ne parle pas ici d'organisation à but lucratif comme on pourrait le voir aux États-Unis. Non, ici c'est différent. OCCAR est le seul à gérer plusieurs programmes d'armement, ce qui fait le succès de notre organisation. En parlant de succès, il y a le Tigre, l'hélicoptère Tigre utilisé par l'armée française et les navires de guerre FREMM. Et qu'est-ce qui va faire qu'un pays va choisir vos produits plutôt que d'autres? Mathias, nous ne pouvons pas être des concurrents puisque cela se passe au niveau des nations elles-mêmes. Nous, à OCCAR, nous gérons les programmes d'armement que souhaitent mettre en place les États membres. Toutes les entreprises spécialisées peuvent être des concurrentes à ThyssenKrupp, pas OCCAR. Nous pensons, préparons, planifions l'armement requis par nos pays membres. Il ne s'agit pas ici d'une compagnie privée. Et Israël dans tout cela? Oui, c'est une bonne question. Israël est un État ami, un État allié. Si Israël souhaite se joindre au programme ou désire proposer un programme d'armement avec l'aide d'un État membre, Israël peut accéder à OCCAR et disposer ainsi des mêmes privilèges que n'importe quel État membre. Beaucoup doit et peut être fait avec Israël, mais le pays doit demander à intégrer OCCAR. Comme je l'ai déjà dit, je traite avec les pays et non pas avec les industries. Lorsqu'un pays acquiert cette confiance nécessaire avant toute avancée commerciale, je traite ensuite avec les industries d'armement concernées. Dans un autre domaine, je sais que l'armée israélienne coopère pleinement avec l'armée italienne. J'espère donc qu'Israël puisse joindre OCCAR, car c'est un pays important à mes yeux. Et nous serions les premiers bénéficiaires si Israël parvenait à entrevoir un programme d'armement avec l'un de nos États membres. Finalement, votre rôle à l'OCCAR, c'est de trouver un équilibre entre production d'armement et équilibre des coûts. Absolument. Il y a d'importantes coupes budgétaires dans le monde entier, spécialement en ce temps de pandémie mondiale à cause du Covid. La seule manière de réussir, c'est de coopérer. C'est exactement mon travail, de travailler en coopération avec les nations, de réduire par exemple les temps de la chaîne de production. Je ne comprends vraiment pas pourquoi nous ne ferions pas ces programmes en intégrant cette donnée de coopération avec les pays. À la fin du processus, vous savez, c'est un avantage pour toutes les nations, d'un point de vue technologique et financier. Tel un homme, seul face à l'immensité de la mer, c'était votre rôle à la marine italienne, mais à la fin, un seul objectif, de réussir. Merci à vous, Matteo Bisceglia, directeur de l'OCCAR. I hope so. Thank you, Mathias. Thank you very much. Oui, je l'espère en tout cas. Merci, Mathias. Merci beaucoup. Ciao. On parle de cybernétique pour terminer cette édition, où des entreprises européennes ont décidé de contrer les crypto-monnaies. Regardez. Non, les blockchains ou chaînes de blocs ne se limitent pas aux crypto-monnaies. GSB est là pour le prouver. Cette société allemande fait sa petite révolution dans le monde si codé de la banque. Sous les projecteurs aujourd'hui, une carte de paiement autonome alimentée par une batterie.
Au moment où vous payez avec votre carte, nous accédons à votre balance par le biais de la blockchain. Nous la vérifions et nous transférons l'argent de votre carte au commerçant. Une puce inviolable et pas de banquier. Voilà les arguments de GSB qui propose aussi un service de courriel crypté et garanti sans spam. Le lieu de la cérémonie n'est pas un hasard. Monaco, qui sert de cobaye à ce genre de projet, et Israël n'est pas très loin non plus. La plus grosse partie de notre équipe est basée en Israël. Et je pense que notre technologie peut être utilisée dans de nombreux secteurs. Il y a le secteur de l'industrie, mais ce n'est pas le seul. Industrie de l'armement, contre-espionnage, la blockchain a de quoi séduire les entités privées, mais aussi les gouvernements. La technologie BlackBerry était très sécurisée il y a quelques années. À l'époque, c'était la meilleure technologie. Aujourd'hui, nous en proposons une nouvelle. Et je vous le dis, dans les 10 ans à venir, personne ne sera capable de la pirater. Baptisé G999, cet écosystème se rêve en leader du marché déflationniste, un marché où les pièces de crypto-monnaie appelées tokens peuvent être retirées, limitant les risques d'une trop grande masse monétaire. Et si vous n'avez pas compris, GSB a tout prévu. Nous allons apprendre aux gens, chaque semaine, chaque mois, en fonction des informations que nous pourrons partager, tout ce qu'ils ont besoin de savoir à propos de cette technologie, en partant de son fonctionnement jusqu'à la meilleure méthode de se faire de l'argent et d'en tirer le maximum de bénéfices. En bref, GSB ouvre la voie à un futur pas si lointain où les banques et les monnaies physiques n'existeront plus. Un sujet réalisé pour Défense par Bastien Bourri et l'équipe de i24 News à Paris. Voilà, c'est la fin de cette édition de Défense. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout au long de la semaine les rediffusions de notre magazine Défense. Restez connectés bien évidemment sur i24 News.